Bonjour à tous. Je tiens à préciser que j'enregistre cette vidéo le 9 mars 2025 pour donner un point de référence aux commentaires que je vais faire sur l'actualité. J'ai commencé ce programme il y a 3 ans environ pour tenter de faire comprendre à ceux qui ont le français en partage les risques qu'ils encourent s'ils ne défendent pas l'usage et la qualité de la langue qu'ils utilisent dans tous les domaines de leurs activités sociales et professionnelles. Cela fait presque une trentaine d'années maintenant que j'ai commencé à prendre conscience du rétrécissement de l'ère de diffusion du français dans les pays dits développés et de la mondialité qu'il représentait. C'est durant mon séjour de 3 ans au Japon, au début des années 90, que j'ai pu constater la focalisation presque exclusive des Japonais sur le monde anglo-américain et sa langue, qui, à l'époque, était étudié presque à l'exclusion de tout autre idiome dans un monde où, pourtant, les populations authentiquement anglophones, c'est-à-dire ayant l'anglais comme langue maternelle, ne représentent pas plus que 5% de la population mondiale. J'ai ensuite tenté d'élucider ce phénomène et de comprendre aussi les raisons derrière l'anglomanie compulsive qui sévit partout en Europe ainsi que dans d'autres parties du monde et qui participe au déclin accéléré de la plupart des autres langues européennes, ce qui a pour conséquence le déclin de leur utilité et de leurs aires de diffusion respectives. Ce déclin est le voyant lumineux témoin de ce qui est clairement une régression anthropologique que l'on peut observer dans tous les domaines et qui se traduit par une chute de la démographie, de la créativité scientifique, technique et artistique, et qui est accompagnée par des crises économiques de plus en plus sérieuses. Le niveau d'instruction publique s'est effondré et avec lui l'esprit critique des jeunes générations. Les dirigeants ne sont pas immunisés contre ce phénomène et on a rarement observé des niveaux aussi stratosphériques d'incompétence et d'infantilisation dans la classe politique. Mais il n'y a pas de fatalité. Les luttes géopolitiques qui mettent en jeu les grandes puissances sont responsables de cette dégradation accélérée dont l'aspect le plus immédiatement visible est la langue. Fort de mon expérience internationale qui m'a donné un point de vue assez unique sur ces questions, j'ai donc décidé de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller prêcher et expliquer ce qui se passe et les dangers encourus par ceux qui pourraient se considérer comme de simples spectateurs à une entreprise de destruction massive de nos sociétés. Le fait que ces vidéos soient publiées au Québec n'est pas un hasard. Il convient ici de citer De Gaulle. Le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Canada pèsera lourd dans la lutte qui est menée pour elle d'un bout à l'autre du monde. Aujourd'hui, le Québec est la zone francophone du monde où la conscience de la nécessité de la défense du français est la plus éveillée. À titre d'exemple, on voit ici une réaction à la possibilité pour les allophones du Québec issus de l'immigration de se former en anglais au secondaire, ce qui contrevient à l'esprit des lois que le gouvernement du Québec a passées pour justement faciliter l'intégration des jeunes issus de l'immigration non francophone. On voit aussi ici une réaction virulente d'un ancien ingénieur et professeur d'université québécoise vis-à-vis de l'anglomanie française dans le domaine scientifique. Il faut cependant introduire quelques bémols à ces considérations. Les immigrants, qu'ils soient francophones ou allophones, sont venus dans l'espoir d'une vie meilleure sur le plan économique, tout en voulant intégrer une nouvelle société dont ils partageraient alors les valeurs. Ainsi, l'immigrant des années 70 au Canada trouve facilement du travail. Il peut se loger correctement à un coût raisonnable et il bénéficie d'infrastructures modernes et adéquates et d'une économie dynamique à faible inflation et d'énergie à bas prix. Les conditions actuelles sont très différentes et impliquent que désormais, beaucoup d'immigrants rentrent dans leur pays d'origine sans compter l'émigration de citoyens de souche, et cela n'affecte pas que le Québec ou le reste du Canada.
Beaucoup de scientifiques chinois de haut niveau résidant aux États-Unis rentrent en Chine. L'essor industriel de la Russie encourage les russophones à émigrer vers la Russie. L'inversion des flux migratoires s'explique aussi par le refus viscéral des lois sociétales qui expliquent le départ de nombreux Américains de souche des États-Unis et leur retour, même sous le gouvernement Trump, est loin d'être garanti. La connaissance de la langue du pays n'implique donc pas la compatibilité culturelle, bien qu'elle soit une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il faut également créer des synergies avec les associations françaises de défense du français. Par exemple, DLF, c'est-à-dire une association qui a pris le nom de défense de la langue française, ne fait encore aucune publicité d'impératif. Au contraire, d'autres sites davantage engagés dans la défense de la langue. À l'inverse, à l'exception des organismes officiels québécois, les organismes officiels français, suisses ou belges, qui sont censés se préoccuper de langue française, sont rodés pour un ronronnement rassurant, mais qui n'engage nullement au militantisme. Michel Feltin-Pallas, du magazine français L'Express, se voit dans l'impossibilité de couvrir les mêmes thèmes que moi et de dévoiler le rôle très actif des Anglo-Américains et des Anglais qui, depuis des décennies, œuvrent au déclassement de la langue française en tant que langue internationale. Il faut également œuvrer à mettre en synchronisation les associations souverainistes francophones, où qu'elles se trouvent, avec la cause du français et qui en viendraient toutes à faire une publicité active de tous les sites consacrés à la défense de la langue française, créant ainsi un effet de boule de neige qui aboutirait à une prise de conscience beaucoup plus générale que la langue française est délibérément attaquée par les anglo-saxons. L'un des buts de mes vidéos est de faire prendre conscience que la situation actuelle du français n'est pas arrivée par le hasard des circonstances, mais qu'elle est le résultat de l'action d'un certain nombre d'acteurs qui manœuvrent en coulisses et à notre insu. J'en reviens maintenant à l'actualité. La première nouvelle concerne les États-Unis, où le président Trump vient de déclarer l'anglais langue officielle du pays. En effet, jusqu'à présent, la Constitution et les lois états-uniennes étaient totalement muettes sur le statut de la langue en usage dans le pays. Cela n'a nullement empêché les États-Unis d'intervenir politiquement pour contraindre les groupes minoritaires à adopter l'anglais. À ce titre, le livre de Mark Denner, qui s'est attaché au cas du français dans le Midwest, a documenté une série d'interventions publiques clairement identifiables ayant pour but de contraindre les groupes francophones à adopter l'anglais après la vente de la Louisiane par Napoléon Ier, j'entends. Ceux qui seront intéressés par ce sujet pourront aussi consulter la deuxième partie de l'ouvrage qui s'intéresse plus particulièrement à la distribution actuelle du français aux États-Unis et à la vitalité ethno-linguistique des groupes francophones dans le Midwest. Bref, pour la première fois, l'anglais est déclaré langue officielle. Cette mesure est clairement destinée à contrer l'essor étonnant des communautés hispaniques qui, depuis les années 50, réinvestissent tranquillement, mais sûrement, tous les États du sud des États-Unis, annexés par ces derniers à la suite des guerres américano-mexicaines. Les hispaniques sont désormais en nombre plus que suffisant pour ignorer l'anglais, non seulement dans leur vie privée, mais également leur vie professionnelle. Le fait que Trump vive en Floride une partie de son temps a eu pour conséquence qu'il est conscient plus qu'un autre de la progression de la langue espagnole dans l'État de Floride. Il n'a cependant pas encore rebaptisé sa luxueuse villa de Mar-a-Lago à Palm Beach, nom qui signifie en espagnol « de la mer au lac ». En toute logique, on pourrait s'attendre à ce qu'il le fasse dans un proche avenir. La deuxième nouvelle concerne la Russie. Le 11 février dernier, les députés de la Douma ont adopté en première lecture un projet de loi visant à protéger la langue russe. Il propose de limiter l'utilisation de mots étrangers dans les médias,
dans les noms de complexes résidentiels et sur les panneaux d'affichage. La traduction de la troisième illustration a été faite par un robot et n'est pas de bonne qualité, mais on saisit l'intention de la publication. La troisième nouvelle concerne l'apprentissage de la langue chinoise en Arabie Saoudite, qui est enseignée désormais dès le collège. J'avais déjà parlé de cette initiative prise par les autorités de Riyad qui dénote une volonté de renforcement des relations entre l'Arabie et la Chine. L'article souligne que depuis l'émergence de la Chine comme puissance économique majeure, l'enseignement du chinois est devenu populaire dans le monde entier. Les aéroports de toute la région du Golfe affichent désormais non seulement en arabe et en anglais, mais aussi en chinois. Dans le monde occidental, pour freiner cette tendance, on a accusé les instituts Confucius d'être des relais communistes de propagande politique et des dizaines de centres de langue et de culture chinoise ont été fermés en Allemagne, aux États-Unis, en Suède et en France. On assiste clairement au même phénomène avec le mandarin que ceux auxquels on a assisté avec le japonais dans les années 90. Afflux d'étudiants, afflux d'hommes d'affaires recherchant des opportunités commerciales, afflux de touristes. Étude intensive de la culture et de la langue. Le japonais a été maintenant éclipsé par le chinois et il s'agit d'un phénomène qui sera durable vu la taille de la Chine continentale et aussi le fait que, contrairement au Japon qui demeure fermement dans l'orbite états-unienne, la Chine est quant à elle réellement indépendante et souveraine. La quatrième nouvelle nous vient du Vietnam, de Dalat plus précisément. Dalat est une ville vietnamienne qui se situe vers 1700 mètres d'altitude et qui fut créée à l'époque de la colonie de Cochinchine pour permettre aux colons français de se mettre au frais durant les périodes de forte chaleur. De très belles constructions furent édifiées par ces mêmes colons après la Première Guerre mondiale qui firent de Dalat un lieu envié de villégiature. Soit dit en passant, les Anglais firent de même aux Indes, à Darjeeling, et les Hollandais également en Indonésie avec Bandung. Mon correspondant qui s'est installé à Dalat est Nicolas Lemonnery, qui en 2018 avait déjà créé une maison de la francophonie et qui vise maintenant à un projet plus ambitieux de maison Alexandre Yersin. Il est actuellement à la recherche de soutien institutionnel depuis que la crise financière mondiale de 2008 a réduit les budgets de l'action culturelle et linguistique française. Pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre Yersin, il s'agit du médecin biologiste qui découvrit le bacille de la peste, fort respecté par les Vietnamiens au même titre que Pasteur, qui n'ont jamais débaptisé les rues Yersin et Pasteur après le départ des Français en 1954. Je voudrais ici faire une comparaison entre l'attitude des Vietnamiens et celle des Algériens vis-à-vis des Français, leurs anciens colonisateurs, dont ils se sont affranchis respectivement en 1954 et 1962. En Algérie, le ressentiment vis-à-vis de la France est tel que tout ce qui rappelle l'occupation française doit disparaître, et plus particulièrement l'architecture coloniale édifiée par les Français. Au Vietnam, on observe une attitude diamétralement opposée, tout au moins en ce qui concerne l'architecture coloniale qui est bichonnée, comme les Français bichonnent les anciennes constructions romaines, telles que les arènes de Nîmes ou le pont du Gard. Les Vietnamiens assument totalement la période coloniale et ont gardé le meilleur de ce que les Français leur ont légué, qu'on en juge ici avec l'Opéra de Hanoï, le Musée national de l'histoire du Vietnam, le palais présidentiel de Hanoï, la cathédrale Saint-Joseph à Hanoï également. À Saigon, alias Ho Chi Minh Ville, on a l'équivalent avec la mairie, la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale dessinée par Gustave Eiffel, le marché couvert, etc. Les deux pays que je compare ont accédé à leur indépendance à quelques années d'intervalle, mais alors que le Vietnam affiche de bonnes relations post-coloniales avec la France et qu'il connaît une croissance économique spectaculaire, l'Algérie n'arrête pas de régurgiter ses aigreurs vis-à-vis de Paris et se repose entièrement sur sa rente pétrolière et sur les Chinois pour construire autoroutes et immeubles d'habitation. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, la conquête militaire et la colonisation sont des phénomènes banals dans l'histoire des peuples dont on fait l'expérience la plupart des pays de la planète à certaines périodes de leur histoire.
Beaucoup s'en sont affranchis, tandis que d'autres demeurent inconscients qu'ils le sont encore. C'est ainsi qu'on a assisté récemment à un discours en anglais de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui affirme sans sourciller que l'Italie est sur la voie de reprendre sa place en tant que grande puissance politique, alors que son pays est toujours occupé par des bases militaires états-uniennes. Comment se fait-il qu'elle ne se rende même pas compte de l'absurdité de ces propos ? Our government is tirelessly working to restore Italy's rightful place on the international stage. We are reforming, modernizing, and reclaiming our role as a global leader. Il faut remarquer que l'Italie, morcelée du XVIIIe siècle, avait un rayonnement culturel, scientifique et artistique bien supérieur à celui de l'Italie unifiée d'aujourd'hui. L'Italie d'aujourd'hui est au mieux un musée pour touristes, une boutique qui vend des croisières MSC et quelques biens industriels, mais qui demeure un nain politique dont l'influence sur les affaires du monde est à peu près nulle. La cinquième nouvelle concerne un événement passé au Québec qui remonte à 2019 et qu'un groupe d'internautes vient d'exhumer sur Facebook et qui a engendré de nombreux commentaires. Il s'agit de la fondation René Lévesque qui avait remis le prix René Lévesque de la presse étudiante à Alexandra Hainaut pour un essai intitulé « Je ne voudrais jamais enfanter ». On se demande comment un organisme québécois qui porte le nom prestigieux du fondateur du Parti québécois a pu décerner un tel prix dans une société qui a depuis une cinquantaine d'années une démographie insuffisante. En effet, la composante francophone fondatrice du Canada se trouve toujours en situation fragile face à une majorité canadienne anglophone qui, lorsqu'on va au fond des choses, affiche toujours son arrogance, son sentiment de supériorité et son impérialisme linguistique vis-à-vis des Québécois et des minorités francophones des autres provinces. L'immigration, à elle seule, ne peut pas remplir le vide causé par une démographie insuffisante, même s'il s'agit d'une immigration francophone, car cette immigration n'épouse pas forcément les valeurs partagées par les Québécois. Ceci est particulièrement le cas avec les peuples africains qui ont une attitude totalement différente des francophones occidentaux sur le plan de la procréation. Le problème d'une natalité insuffisante affecte tous les peuples occidentaux. Sans enfants, une société creuse sa propre tombe. L'image qui s'affiche à l'écran a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Elle souligne de manière humoristique la différence d'attitude fondamentale entre les peuples d'Afrique et les peuples de souche européenne. Même s'ils sont parfaitement francophones, il est illusoire de penser qu'ils épouseront nécessairement les aspirations et les revendications des descendants des pères fondateurs du Canada français. Et c'est sans doute l'une des principales raisons pour laquelle les référendums de 1980 et de 1995 échouèrent. La sixième nouvelle concerne la publication de l'édition française du dernier livre d'un professeur d'histoire de l'université de Buenos Aires, Marcelo Giulio Omodeo, intitulé « Ceux qui devraient demander pardon », sous-titre « La légende noire espagnole et l'hégémonie anglo-saxonne ». Ces recherches l'ont amené à affirmer que la légende noire de la colonisation espagnole en Amérique latine est une réécriture de l'histoire par les anglo-saxons. Les conquistadors ont-ils détruit des civilisations et asservi des peuples dans le seul but d'assouvir leur cupidité ? Se sont-ils rendus coupables de génocide, comme l'affirment les historiens anglo-saxons ? À cela, je ne peux que rapporter mes propres observations. Dans les années 70, lorsque je voyageais dans les provinces anglophones du Canada et aux États-Unis, je ne vis quasiment jamais d'Amérindiens, alors que dès que l'on franchit la frontière mexicaine, on distingue clairement les faciès des descendants d'Aztèques, de Mayas et de Métis, qui forment clairement une majorité au sein de la population. La septième nouvelle concerne la fermeture de l'agence USAID par l'administration Trump.
On a ainsi appris que des centaines de millions de dollars furent distribués à la presse et aux agences de presse étrangères pour qu'elles présentent des nouvelles donnant la meilleure image possible des États-Unis et de la politique américaine. On comprend ainsi beaucoup mieux l'origine de l'anglomanie universelle des médias occidentaux qui prennent leurs informations d'agences de presse fonctionnant presque exclusivement en anglais pour que les informations qu'elles distillent soient facilement contrôlables par leurs autorités de tutelle américaines. Wikileaks a également révélé l'existence d'un vaste réseau de manipulation de l'information à l'échelle mondiale, du nom de Internews Network, qui a reçu presque un demi-milliard de dollars pour influencer la diffusion de l'information à travers le globe. Tout cela est maintenant dans le domaine public et permet de comprendre bien des choses sur la colonisation par les Américains des médias principalement occidentaux. En faisant marcher la planche à billets, les Américains peuvent ainsi acheter le monde entier, puisque le dollar est la seule monnaie qui soit universellement acceptée, mais qui, en définitive, oblige les diverses nations à financer leur propre servitude. La 8e nouvelle a pour point d'origine la dernière lettre d'information que j'ai reçue de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, organisme officiel financé par le ministère français de la Culture. Le 6 février 2025 s'est tenue la leçon inaugurale de Wadji Mouawad au Collège de France, une des institutions de recherche et d'enseignement les plus prestigieuses du pays. Monsieur Mouawad, qui est d'origine libanaise, est titulaire pour 2024-2025 de la chaire intitulée « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures », un sujet qui semble être tout à fait au centre de nos préoccupations. Le titre de la présentation était « L'ombre en soi qui écrit ». Je vous invite à écouter un passage de cette présentation. Écrit, lorsque cela déborde, lorsque cela semble s'écrire au-delà de soi et se faire à travers soi, quand l'ombre en soi écrit, mécanique quantique et relativité générale se rencontrent, et ce n'est pas là une métaphore. Et il me semble que si les chercheurs développaient des instruments de mesure capables d'observer ce qui se passe à cet instant de la transe, ils observeraient chez le poète des phénomènes analogues à ce qui se déroule à la naissance ou à la mort d'une étoile. Car tout comme la chaleur voyage au cœur du métal, la douleur voyage au cœur de l'homme. N'oubliez pas cela. Tout comme la chaleur voyage au cœur du métal, la douleur voyage au cœur de l'homme. Dès lors, une fois cela dit, et dit de cette manière, on mesure combien il est absurde d'enseigner à des lycéens que quand Rimbaud écrit en ouverture du Dormeur de Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, et que le dernier vers qui le clôt est « il a 2 trous rouges sur le côté droit », que non seulement les 3 trous avaient été prévus. Si vous n'y avez rien compris et que vous pensez que ce passage est hors de son contexte, je vous invite à aller sur le site du Collège de France pour visionner la présentation de M. Mouawad dans son intégralité. Vous n'y comprendrez pas plus que moi, c'est-à-dire rien de rien. Mais le clou du spectacle était à la fin. M. Mouawad finit par se barbouiller et se souiller de son propre sang dans une mise en scène à la fois écœurante et grotesque, digne d'un film d'horreur de série B. Cette présentation, à l'unisson de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, est cependant caractéristique d'une prétendue élite dégénérée et dont le sens des réalités a totalement disparu. Le discours de Mouawad est une logorrhée insipide et incompréhensible, mais il fut chaleureusement applaudi. Se saisissent de l'une d'elles et ensemble, tous ensemble, se tailladaient une veine du poignet pour que le sang coule. L'histoire des humains est une goudronneuse qui avance sur une route qu'elle goudronne sans pitié aucune, ni pour les fourmis, ni les fourmilières. Elle avance sans pitié aucune pour les vies minuscules. Merci.
Comment la DGLF, la Direction Générale à la Langue Française, peut-elle cautionner une présentation qui n'est qu'une bouffonnerie sanglante et de très mauvais goût, sans queue ni tête, dénuée de toute articulation logique, sans aucun rapport, aussi mince soit-il, avec les langues et les cultures? Comment la DGLF peut-elle encore être prise au sérieux quand elle fait la promotion d'un tel verbiage aussi dénué de sens que la mise en scène sanglante finale? Cela nous prouve que la défense de notre langue, en France, est dans de bien mauvaises mains en ce qui concerne les dispositifs officiels établis par le gouvernement de la République. Il va sans dire que, aux yeux des étrangers francophones, les institutions françaises perdent toute crédibilité. On s'en doutait déjà, mais pas encore à ce point. La 9e nouvelle concerne Google, la compagnie qui a émergé à partir de son moteur de recherche lancé au début des années 2000. Elle est directement liée à Alphabet Incorporated, qui est un conglomérat de sociétés précédemment détenues par la société Google. Selon les fondateurs de Google, le but de cette structure est de décharger la société historique des activités ne représentant pas son cœur de métier, à savoir les services Internet tels que l'indexation des pages, Internet, YouTube et Gmail qui tirent des revenus de la publicité en ligne. Le nom de la société Alphabet a été choisi car il représente le langage, l'innovation la plus importante de l'humanité qui est au cœur de l'outil de recherche Google, selon les fondateurs. C'est aussi parce que Alphabet constitue toutes les langues et que Google voulait être accessible pour tout le monde. Je pense qu'il existe plusieurs problèmes qui réduisent la diffusion non seulement de mes vidéos, mais aussi la visibilité du site d'Impératif. Plus particulièrement en tapant simplement les mots-clés « Défense du français Québec » sur plusieurs moteurs de recherche, Impératif français n'apparaît tout simplement pas dans les réponses. Le site est ainsi invisibilisé alors qu'il devrait naturellement apparaître dans les toutes premières suggestions correspondantes aux mots-clés fournis. On peut faire la même remarque en tapant « Impérialisme linguistique Québec ». Là encore, Impératif français n'apparaît pas. Le site n'est pas correctement indexé sur les mots-clés qui devraient automatiquement le faire émerger. On est en droit de se demander si l'invisibilisation d'Impératif français n'est pas délibérément déterminée par les principaux moteurs de recherche anglo-saxons. J'ai déjà rencontré cette situation plusieurs fois pour des activistes politiques censurés par certains gouvernements, bien qu'ils n'aient jamais encouragé qui que ce soit à entreprendre des actions violentes. C'est ainsi. L'Internet est loin d'être neutre et les moteurs de recherche en sont l'un des dispositifs essentiels. L'article qui s'affiche à l'écran affirme que Google est une création de la CIA. Bien que les fondateurs soient Larry Page et Sergey Brin, qui ont effectivement mis au point un algorithme de recherche plus efficace que ceux utilisés par les autres moteurs de recherche disponibles à l'époque, il apparaît évident que la mise en place de l'infrastructure nécessaire pour que le moteur de recherche de Google puisse fonctionner correctement a nécessité des investissements colossaux, ce qui accrédite l'article de Sputnik. Il est évident que la mise à disposition d'un tel moteur de recherche permet d'espionner ses utilisateurs à l'échelle de la planète et aussi de rendre invisible tout site qui présenterait des opinions défavorables aux intérêts américains. Le monde occidental, plus particulièrement, s'est ainsi mis à la merci des agences de renseignement du gouvernement états-unien. Fort heureusement, il y a des parades qui sont constituées par d'autres moteurs de recherche qui ne sont pas issus du monde anglo-saxon et qui utilisent des algorithmes de recherche tout aussi efficaces, mais qui sont apparus postérieurement à Google, qui a ainsi pu prendre une place dominante, tout comme le Bitcoin parmi les centaines de crypto-monnaies, parce qu'il était là le premier. Certes, si je suis intéressé par, disons, la vie et les mœurs des couleuvres à l'approche des équinoxes, il est à peu près certain que Google ne dissimulera aucun des sites existants sur la toile mondiale et qui seront susceptibles de répondre à mon enquête.
Toutefois, tout ce qui pourra potentiellement menacer de remettre en question les boniments officiels états-uniens risquera d'être invisibilisé. De la même manière, Wikipédia, l'encyclopédie prétendument libre et neutre, est totalement partiale sur certains sujets dans des commentaires présentés comme informations prétendument objectives. Quant à ChatGPT, il suffit de questionner cette brillante intelligence artificielle pour constater qu'elle régurgite les poncifs éculés quand on lui demande de disserter sur le sujet « défense de la langue française », pris à titre d'exemple. Il serait totalement absurde de penser que de tels outils œuvreraient dans le sens contraire des intérêts anglo-saxons quand ils sont conçus et mis à disposition du public par les anglo-saxons eux-mêmes. La 10e nouvelle est l'annonce de la publication du dernier livre de Claude Janvier et de Jean-Louis Isambert qui aborde le sujet du déclassement de la France et qui est intitulé « L'abandon français ». Contrairement aux autres livres traitant de ce type de sujet, les auteurs ont inclus dans leur étude le problème de la dégradation de la langue française et de l'anglomanie. Écoutons Claude Janvier. Mais il y a un plan pour faire disparaître la francophonie. Il n'y avait pas de place, vous savez, c'est un peu comme un terrain de jeu. Il y a l'équipe A et l'équipe B, et il faut qu'il y ait une équipe qui gagne. Eh bien, on a d'un côté l'anglais, en tant que langue majoritaire, et de l'autre côté, on a le français, en tant que langue majoritaire. Donc, il ne peut y avoir de place que pour une seule langue, en réalité, l'anglais. D'un point de vue anglo-saxon, c'est pas mon point de vue à moi, mais j'explique les dessous des cartes. Donc, il fallait éliminer, et il faut éliminer d'un point de vue anglo-saxon, il faut éliminer donc la langue française, il faut éliminer la francophonie. Et d'ailleurs, c'est quand même très bien employé, puisque quand on voit en France ce qu'est devenu la langue française, vous savez, il y a pas si longtemps, je me baladais dans le métro parisien, et j'ai vu une publicité dans une station de métro. Alors c'est une tête de canard, c'est un canard avec des lèvres botoxées. Donc déjà, je dis tiens, ça m'a interpellé. Et je vais vous traduire à peu près, je vais vous expliquer ce qui avait été écrit sur cette affiche. C'était marqué « Ta duck face pour mieux te maquiller ». Ah bon? Et là, j'ai regardé ça, j'ai dit « Ah oui, ça vend des produits de maquillage ». Mais on a 3 mots d'anglais, du français. Moi, je sais pas, je suis jeune. Aujourd'hui, j'ai, admettons, 14 ans. Et tout d'un coup, je vois ça écrit. Alors, est-ce que je comprends tout? Est-ce que je comprends pas bien? Est-ce que je me pose des questions? Vous voyez? Et donc, alors ça, c'est pour le cultureur, mais il y a aussi l'industriel, vous dites. Je voudrais aussi signaler la publication au Québec du livre de Serge Dupuis intitulé « Deux poids, deux langues », qui est une brève histoire de la dualité linguistique au Canada, mais aujourd'hui, si le français est encore parlé au Canada, cela est le résultat d'une résistance organisée quand elle n'a pas été une lutte acharnée. Jean-Paul Perrault nous le confirme dans un de ses récents commentaires. La 11e nouvelle concerne l'algarade récente entre Trump, Zelensky et Vance à la Maison-Blanche le 28 février dernier. Écoutons ici les commentaires de Xavier Moreau. Cette semaine, évidemment, ça a été le fiasco diplomatique de Zelensky dans le bureau Oval. Donc, j'ai donné une interview sur RT en français que j'ai mis en ligne sur Twitter et sur Telegram. Donc, je vous invite à l'écouter. Il y a plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est que Zelensky était dans un état assez étrange. Je vous laisse juge. Écoutez l'interview en anglais, sous-titrée en français pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais il faut que vous écoutiez pour comprendre qu'en fait Zelensky a du mal à s'exprimer. Donc il y a son état, peut-être son état naturel, il y a le fait qu'il maîtrise très mal l'anglais, et je pense d'ailleurs il ne comprenait pas tout ce que disait Vance ou Trump, et de temps en temps il y avait un mot qu'il arrivait à capter, et donc il surréagissait sur ce mot-là. Donc il y a ça, il y a une mauvaise maîtrise de l'anglais, et puis aussi le fait qu'il n'est pas à niveau, et que tout ça a été très mal préparé. Il a pris la mauvaise habitude d'insulter les gens en Europe, notamment, souvenez-vous, les menaces. Et puis tout d'un coup, en fait, Zelensky perd le contrôle. Je pense qu'il y a différentes raisons. Ce voyage était mal préparé, comme celui d'Emmanuel Macron, comme celui de Keir Starmer, et celui de Zelensky est encore plus mal préparé. Et surtout, il parle mal anglais.
Et son erreur, c'est qu'il aurait dû parler ukrainien ou russe, idéalement russe, puisque c'est sa langue maternelle, mais à la limite ukrainien avec un interprète. Et en fait, quand vous écoutez la conférence en anglais, vous voyez qu'il dit des choses de manière assez brutale qui passent très mal en anglais, mais il ne s'en rend même pas compte. Et ce qui fait qu'en fait, la conversation dégénère, mais uniquement dans les 8 dernières minutes. Et puis, une très mauvaise maîtrise de l'anglais par Zelensky. Il aurait dû parler en ukrainien ou en russe et prendre un interprète, incontestablement. Cela prouve une fois de plus qu'une personnalité politique voulant faire avancer son programme doit impérativement s'exprimer dans sa langue et avoir recours à un interprète plutôt que de s'exprimer dans une langue étrangère mal maîtrisée. Dans ce dernier cas, il peut facilement commettre des impairs et apparaître amoindri, affaibli, voire apparaître comme un demeuré mental. Je constate aujourd'hui avec plaisir que le problème de dégradation de la langue et de l'anglomanie est soulevé par de plus en plus d'observateurs et de commentateurs politiques. Les annonces qui ont été faites sur la réduction drastique de l'USAID ont apporté des révélations intéressantes sur le rôle que cette agence a joué sur l'évolution des langues de la planète. $8 million to teach Sri Lankan journalists how to avoid binary gendered language. Translation, we spent $8 million so that a reporter in Sri Lanka doesn't write he or she. Je veux aussi vous faire écouter quelques passages d'une intervention de Francis Cousin, un docteur en philosophie qui est assez prolifique et qui n'avait pas pour habitude de parler des problèmes affectant la langue française jusqu'à présent. Son discours sur l'importance de la langue française est fort intéressant, mais il ne semble pas être à jour sur ce qu'il dit à propos des bases américaines au Niger et au Mali, et son évaluation des technologies chinoises et russes est en retard de 30 ou 40 ans. Donc, l'objectif des Américains, détruire le nucléaire français, détruire l'agriculture française, détruire la diplomatie française, détruire la langue française. On reparlera tout à l'heure de toute la merde américaine woke, qui est pas simplement un truc de déstructuration comme ça. C'est-à-dire que faut bien se rendre compte que la mondialité dont nous avons parlé tout à l'heure, et Michel a rappelé que la mondialité est une longue durée. C'est une longue durée qui s'incarne dans la dialectique des forces productives, humaines, sociales, historiques. Une des armes essentielles de cette mondialité, ça a été la langue. Il y a un pays en Europe qui s'est constitué autour d'un État qui a positionné le développement d'une dialectique des forces productives spécifiques, c'est la France autour d'une langue. Et cette langue, la langue allemande, c'est la langue allemande, c'est la langue allemande. La langue italienne, bon, elle s'est bricolée progressivement à travers le toscan, l'ombrien, le vénitien, etc. Mais la langue française, c'est la constitution d'une mondialité. Quand François Ier produit l'édit de Villers-Cotterêts, on est dans une dynamique de construction géopolitique, c'est le temps d'Henri VIII, où la France construit une mondialité européenne contre les Habsbourg, contre l'Angleterre, et elle prépare la découverte du Nouveau Monde, et la manière dont elle positionne d'une manière étatique cette construction langagière est une construction géopolitique de la valeur d'échange qui s'incarne dans ce territoire spécifique. Détruire la langue française, c'est comme détruire le nucléaire français, c'est comme détruire l'agriculture française. C'est la guerre totale dont parle Mitterrand en 95 dans son interview à Benamou. Les Français ne le savent pas, mais nous sommes en guerre contre les Américains et leur guerre est terrible. Sauf qu'il s'est couché en 90. En 90, la France met le doigt dans un engrenage irrémédiable. Elle va détruire son propre enjeu stratégique de partenariat avec Saddam Hussein. En 90, la France va détruire ce qui a permis le retour de sa mondialité. Et alors là, on est au bout. Alors on en a parlé entre nous pour l'Afrique, mais j'avais trouvé en août, donc on est en août 23, sur la revue Politico, un interview de Michael Shurkin, qui est donc un analyste reconnu de la CIA et qui est membre de la Rand Corporation. Et il disait,
il faut absolument que la France redevienne une puissance périphérique définitive. Et il disait, il faut faire perdre à la France les atouts de la puissance globale. Alors, il n'a pas lu Hegel, il n'a pas lu le groupe Marx et Engels, il parle pas de mondialité. Il dit les atouts d'une puissance globale. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, il conclut, la France doit quitter l'Afrique. Donc, la France, elle est virée du Niger, elle est virée du Mali, elle est virée du Burkina Faso. Mais c'est pas le groupe Wagner et les financiers chinois qui la virent. Et l'Amérique, elle reste dans ses bases au Niger et au Mali. Par contre, les Américains valident qu'il faut faire perdre à la France les atouts de sa puissance globale. C'est le processus terminal de ce qui se passe en 90 quand il y a tempête du désert et qu'on va détruire l'Irak après avoir dézingué le Shah. La mondialité américaine, on n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus entre Rome et Carthage. On n'est plus simplement sur des territorialités de valeurs d'usage et de valeurs d'échange qui s'affrontent sur le terrain commercial des bateaux et des propriétés foncières. On est passé sur le terrain de la plus-value relative à la dictature de la technologie de pointe qui résulte de la baisse du taux de profit et qui a fait de la composition organique en accélération de plus en plus accélérée le nerf vital de toutes les contradictions géopolitiques. Le Pentagone sait que la technologie russe est secondaire. Il sait que la technologie chinoise est secondaire. Et il le sait d'autant plus que c'est lui qui lui a apporté, à la suite des rencontres Nixon-Kissinger dans les années 70 à Pékin. Le Pentagone sait très bien qu'il n'a qu'un seul adversaire, ce que disait l'amiral Sanguinetti, de haute technologie de pointe. Le conflit aujourd'hui, c'est le F-35 et le Rafale. Écoutons maintenant d'autres passages. Et c'est ce que dit Shurkin. Il faut faire perdre à la France les atouts de la puissance globale. Il faut que la France disparaisse de l'Afrique, il faut que la France disparaisse du Moyen-Orient, il faut que la France disparaisse de partout. Et quand elle aura disparu de partout, elle n'aura plus du tout d'industrie, ce sera un magasin. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Vous voyez le potentiel industriel de la France de Pompidou et vous voyez la France de Macron. Et l'industrie, il n'y a plus rien. L'agriculture, elle est en train de mourir. La culture, n'en parlons pas. Alors, on parlera du remplacement tel que prévu par Marx et voulu par les Américains, parce que détruire la mondialité française, c'est détruire l'exportation de ces accords stratégiques dans des implantations commerciales et industrielles, mais c'est détruire son homogénéité culturelle. Quand on a parlé de Villers-Cotterêts et de la langue française, quand on a parlé de Louis XIII et de Louis XIV, de Richelieu et de Mazarin, de la langue française, de l'homogénéité culturelle, du destin le destin d'une destination colbertiste. La conquête, Jacques Cartier, François Ier, Henri II, Henri IV, c'est une décision étatique pré-colbertiste dans une vision de compréhension historique qui fait que les Français partent au Canada. Et c'est toujours le même cheminement à la fois commercial, historique et culturel qui organise le développement diplomatique et de mondialité française. Donc détruire l'industrie, mais détruire la culture française. À partir du moment où vous avez une masse de population qui ne comprend rien au Cid, à Molière, à Balzac, à Alfred de Vigny, à Alfred de Musset. On en a parlé à plusieurs reprises. Il n'y a plus cette homogénéité culturelle. Quand vous regardez les séries télévisées sur l'INA de l'époque de Pompidou et de De Gaulle, mais aujourd'hui, vous passez ces séries-là dans le 9-3, mais les gens ne comprennent même pas le dialogue. Il y a, dans les séries télévisées les plus élémentaires de la France pompidolienne, une richesse qui renvoie à Molière, qui renvoie à Victor Hugo, qui renvoie à Balzac. Le soir à 20h30, vous aviez des pièces de théâtre, vous aviez des feuilletons classiques. Et le prolo de base, quand il rentrait chez lui,
il consommait un feuilleton de 15 minutes avant le journal. Après le journal, il y avait éventuellement une pièce de théâtre ou une dramatique qui renvoyait à un contenu culturel. Quand le général de Gaulle faisait une conférence de presse en 67 ou 73 avec un langage qui n'est même plus compréhensible par les abrutis ministériels du temps contemporain, dans sa syntaxe, dans sa finition, dans sa finesse. Pour détruire la mondialité française de l'impérialisme français, il faut détruire ces infrastructures de dynamisation, de production matérielle, mais il faut détruire la reproduction mentale de sa reproduction. Aujourd'hui, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de culture. Alors, Comte de Bord dit que l'immigration, c'est l'américanisation. Mais bien évidemment, c'est l'ordre américain, c'est l'ONU qui veut la subversion. Le jour où vous aurez les 3/4 de la population française qui sera coranico-compatible avec l'ordre américain et qui sera incapable de comprendre ce qu'est Molière, Racine, De Gaulle, Pompidou, vous aurez effectivement... Michel nous a envoyé le texte de un texte qui renvoie aux investissements de la Banque Morgan dans les quartiers. La Banque Morgan investit dans le 9-3. L'ordre américain officiel, les banques, les réseaux commerciaux, les dialos et les ramayades, elles sont là-bas. Elles sont la 5e colonne Yankee. Donc, détruire l'infrastructure industrielle, détruire l'infrastructure culturelle, il faut plus que la mondialité française puisse être la mondialité française. Il faut donc détruire sa technologie, il faut donc détruire son offensive commerciale, son offensive militaire, son offensive stratégique et son offensive culturelle. Le combat contre la francophonie et le combat contre la langue française, c'est pas un détail nostalgiste. C'est un enjeu impérialiste. C'est un enjeu impérialiste. Faire disparaître la francophonie. Le lien est clairement fait entre géopolitique et langue, entre hégémonie et culture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité et les autres informations que j'ai exhumées sont denses et prodigieusement intéressantes, mais il faut donner aux visiteurs du site le temps de les assimiler comme arme intellectuelle visant à convaincre les indécis et à les radicaliser dans la lutte en faveur du français, mais aussi de toutes les autres langues assiégées par l'impérialisme linguistique anglo-saxon. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la sans modération. Signalez-la aux organisations souverainistes québécoises. Abonnez-vous à la chaîne. Apposez un pouce bleu associé à la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux et pensez à faire un don à Impératif Français dont le but est de redonner aux Québécois et à la francophonie internationale la place qu'elle doit reconquérir. Bonne fin de journée à tous.